Petit Joe le quêteux, pointé du doigt. Vous savez, jadis, dans le passé, longtemps passé, même dans les années 40-50, au Québec, comme en Acadie, tout bon quêteux avait son village et tout bon village avait son quêteux. C'était le cas de Thomas, dans un village acadien du nord-est du Nouveau-Brunswick, dans la péninsule acadienne, proche de la mer. Eh oui, Thomas, il avait comme reçu l'accréditation du curé, il avait son autorisation en quelque sorte. Et les parents se faisaient devoir chrétien de le recevoir. Ah oui, repas du soir, une nuitée gratuite, puis petit déjeuner, des œufs et du bacon le matin. Mais il faut dire qu'à l'époque, la plupart des maisons avaient ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait à l'époque, le banc du gâteux. Un banc qu'on ouvrait, il y avait une paillasse, puis il y avait des couvertures. Et puis, quand c'était fini, on lavait le tout pour la prochaine visite. Eh bien, lundi soir, 20h, toc, 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 c'est Thomas le quêteux du village qui se présente chez les Bilodeau. Et M. Bilodeau dit, ben, monsieur le quêteux, Thomas le quêteux, ça nous fait plaisir. Et Mme Bilodeau qui dit, ben, vous allez rester avec nous, hein, vous allez souper, avoir votre nuitée, puis demain matin, des œufs et du bacon. Et c'est comme ça. Et le quêteux, et les quêteux en général, avaient toujours une contrepartie. Ben, ils offraient parfois leur service pour une corvée, c'est ce que faisait aussi Thomas le quêteux. Laver les vitres, corder du bois. Il y en a d'autres qui racontaient des histoires. Lui, il y avait quelques histoires du village. Et puis, d'autres avaient un talent musical. C'était pas son cas, mais il était bien apprécié. Ben, la semaine suivante, on apprend que Thomas le quêteux a glissé et s'est fracassé le crâne sur une pierre. Et là, les Bilodeau sont bien malheureux. Et toutes les familles se réunissent pour lui offrir de belles funérailles, les cérémonies et tout. Et puis bon, bien sûr, chacun retourne à sa vie. Sauf que 3 mois plus tard, un lundi soir, encore à 20h, toc 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 à la maison des Bilodeau. Et là, M. Bilodeau vous l'apporte, puis il dit oui, c'est qui? Et là, il reconnaît Tidjo le Quêteux. Tidjo le Quêteux était déjà venu un an passé, juste pour faire une visite éclair comme ça. Là. Il était venu visiter, en fait, Thomas le Quêteux. Il n'est pas resté parce qu'il y avait un Quêteux par village. Puis il était parti. Et Mme Bilodeau s'en souvenait. Ben, Tidjo le Quêteux, vous allez bien rester avec nous, hein? Vous savez, souper, nuitée, déjeuner. Et lui, en contrepartie, il racontait des histoires, mais des nouvelles qui venaient des villages environnants, puis il avait voyagé beaucoup. Ah oui, il s'est rendu dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, dans le sud, et même traversé au Québec, dans la vallée du Saint-Laurent, en Gaspésie. Ah, il racontait toutes sortes d'histoires. Puis, vous savez, les années 40 et 50, c'est pas les moyens de communication aujourd'hui, et les voies de communication qu'on a aujourd'hui, les moyens de communication. Ah, on était bien heureux. Puis à un moment donné, il sort son harmonica, et il se met à jouer de l'harmonica, s'accompagner avec ses pieds. Et là, il y a quelqu'un, là, ça l'a impressionné, là, comme jamais. Ça, là, c'est Camille qui a 4 ans. Lui, là, quand le petit Joe qui a déposé son harmonica sur la chaise d'à côté, il s'est précipité. Il l'a pogné, il l'a apporté à sa bouche, puis il a commencé à faire des sons. Puis là, sa mère a dit non, 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 on touche pas. Et elle l'a remise au quêteux, à Tijo le quêteux. Mais il y a quelqu'un qui a pris ça encore plus négativement. Ah, il n'a rien dit pour le moment. Mais ça, c'est Bernard. Bernard, là, c'est le plus vieux de la famille. En fait, il est revenu comme un chou à la soupe la veille. Hey, après 7 ans d'absence, c'est comme l'enfant prodigue qui revient au berceau. Ah oui. Ah, il est parti en révolté, puis là, ben, ça a l'air qu'il veut se réconcilier avec les parents. Et comme il arrivait à la dernière minute comme ça, ben, on n'a même pas préparé de lit, alors il a couché avec Camille. Eh bien, tout le monde était heureux. Mais il faut que je vous parle un peu de Camille. Camille a 4 ans. Et puis il a commencé à marcher, il y a quelques mois, là, à 3 ans et quelques. Il a toujours été faible un peu, hein. Pas de grosse santé. Et c'est souvent Jeanne qui le porte sur ses épaules pour aller s'amuser dehors, faire des randonnées, dans le bois, entre autres. Et c'est un amour. Tout le monde l'aime. Et puis là, ben, évidemment, tout le monde s'est couché, il a dormi pour la nuit. Mais pour revenir à Bernard, Bernard, il a quitté, il est en révolte.
contre son père, puis contre tout le monde, contre mon Dieu, contre ci, contre ça. Et puis, il s'est même enroulé dans l'armée américaine. On se dit, mais pourquoi donc? Dans les années 40, on a appris que l'armée américaine avait creusé en Alaska, dans la région de Fairbanks, des tunnels dans le pergélisol. Ça, c'est le permafrost. C'est un peu, c'est des remblais de la terre, des carcasses qui sont là, qui sont gelées depuis 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans. Et ils ont creusé pour mettre des armements, mais ils se sont rendus compte que finalement, c'est peut-être pas assez solide. Et puis, ben, c'est Bernard, il a appris ça quand il est allé là-bas. Et puis, il est tombé à un moment donné sur un article, un vieil article de journal. C'est un journaliste qui avançait l'hypothèse que finalement, non seulement c'est pas solide le pergélisol, mais c'est dangereux. Qu'il peut y avoir des carcasses d'animaux là, qui ont des maladies qui datent de 30 000 ans. Bon, tu sais, je veux dire, des fois, les scientifiques ont des hypothèses. Hein. En tout cas, lui, ça n'a pas dérangé plus que ça. Il continue à travailler, puis à un moment donné, il a lâché l'armée, puis il a décidé de se réconcilier avec sa famille, puis voilà qu'il est revenu. Tout le monde est heureux. Mais quelques jours plus tard, on s'est aperçu que Camille était moins en forme que d'habitude, quoique il était toujours faible. Hein. Jamais été très fort. En tout cas, on est samedi matin, il est 9 h du matin, on est tous dans la cuisine. Et puis, Bernard et Camille, maintenant, c'est comme ça. Ça fait que Bernard est assis à côté de Camille. Puis Camille, une chose qu'il faisait, là, c'est qu'il faisait des blagues. Il faisait des grimaces, faisait rire tout le monde. Et là, c'est ce qu'il a commencé à faire. Il fait des grimaces. Puis là, il se penchait. Puis à un moment donné, il a même fait des bulles avec sa bouche. Il faisait jamais ça avant. Puis là, on en rit encore plus. Et même, il s'est garagé par terre. On se dit, c'est tout un acteur. Mais non, il est tombé évanoui. Il est inconscient. Là, tout le monde est gelé, là. Il y a une chance du bon Dieu que la sœur de Mme Bilodeau était là, la tante de Camille. Elle l'a empoigné, là, dans ses bras, là, puis elle l'a emmené dans le salon du fond, puis elle l'a déposé sur un sofa, puis là, on est allé chercher le curé qui était à 1 minute et demie plus tard. Il est revenu, il était soufflé, il courait, il s'était installé. Il faut que je le donne l'exclamation. Exclamation? Ben oui, mais il peut mourir. Là, c'est la catastrophe, là. C'est incroyable, Camille, voyons. Le curé il dit allez au presbytère, là, téléphoner au médecin parce que c'est là qu'il y a le téléphone. Hein. Il n'y en a pas de téléphone dans la maison. Alors, on est allé au presbytère, on a téléphoné pour le médecin, l'ambulance, le médecin est arrivé, et puis là, le médecin, il dit Père Bilodeau, là, j'ai une piqûre, là, c'est pour la vie, puis c'est pour la mort, on sait pas trop, là. Fait que, Père Bilodeau, il dit moi, je connais rien, faites le mieux, là, faites le mieux que vous pouvez. Il donne la piqûre, l'ambulance à l'hôpital, dans le coma. Et là, tout le monde est assommé, là. Puis Bernard aussi. Hein. Et c'est là que Bernard, enfin, c'est pas tout de suite, mais peut-être quelques jours après, parce qu'on est allé visiter Camille, il est dans le coma, il n'y a rien qui bouge. Il dit, moi, j'aimerais vous dire quelque chose, là. Quand j'ai vu Camille saisir la Monica et la mettre à sa bouche, là, j'ai dit, là, tout de suite, là, il y a des microbes, il y a des gens, mais il y a surtout des virus, là. Moi, là, il dit, je pense qu'il a attrapé un virus de Tijo, le quêteux. Là, les parents, ils sont surpris. Ils disent, voyons donc. Ben oui, mais dis-moi, est-ce que vous voulez qu'il ait pris ce virus-là? On sait même pas si c'est un virus, d'ailleurs. On sait pas trop. En tout cas, ils ont passé des tests à l'hôpital, puis c'était la polio. Et là, ben, évidemment, les bilodeaux ont parlé au curé, puis le curé a parlé au quêteux, Tidjo quêteux. Il dit, on a une maison des pauvres, là, à côté de l'église, là. Puis on a une chambre spéciale pour la quarantaine, puis tu devras faire la quarantaine. Puis Tidjo le quêteux, il dit, OK. Il dit, moi, il dit, je suis un homme responsable, mais il est en forme, lui. En tout cas, on comprend pas. On comprend surtout pas que jusqu'à maintenant, la famille, ça a toujours bien été, sauf la faiblesse de, de Camille, mais on avait espoir que ça change, parce qu'on croyait en Jésus, on croyait surtout en la bonne Sainte-Anne, on distribuait les images, il y en avait dans la tête d'oreiller de Camille. Et puis, je comprenais pas pourquoi il était tombé malade. On dit certainement que la Sainte-Anne va faire intervenir à un moment donné. Mais ça changeait pas, c'était toujours le coma. Mais une semaine plus tard, ce qui était terrible, c'était le tour de Bernard de tomber malade. Puis c'était la polio. Et c'est là que les Bilodeau ont conclu, ben oui,
l'harmonica, ça a donné la polio à Camille, puis Camille, ils ont couché ensemble dans le même lit. Il a donné la polio à Bernard, puis Bernard est malade. Hey, c'est sûr que là, on a mis une bonne Sainte-Anne dans la tête d'oreiller de Bernard pour qu'il guérisse. Et puis là, la mère Bilodeau a dit, tu sais, là, quand t'es parti en révolté, là, moi, là, j'ai caché une image de la Sainte-Anne dans ta valise. Tu le sais même pas, hein? Tu l'as-tu retrouvé? Il dit, oui, oui, je l'ai vu il y a une semaine avant de partir. Puis qu'est-ce que t'en as fait? Il n'a pas voulu répondre. Puis ça, là, c'était pas une bonne réponse. Ah, ça, c'était pas une bonne réponse. Fait que les Bilodeau, les Bilodeau, ont laissé ça comme ça, le père et la mère. Puis ils se sont dit quelque chose, il y a anguille sous roche. Puis, à un moment donné, ils sont parlé au curé, puis le curé a dit il faudrait peut-être faire passer des tests au quêteux. Tito le quêteux, il a passé des tests, puis il n'y avait pas la polio. Mais c'est qui donc? Il y avait une seule personne nouvelle qui était dans la maison, c'était Bernard. Mais comment se fait-il? Il aurait pris la polio, lui. Et c'est là qu'ils l'ont confronté une deuxième fois. La mère Bilodeau a dit, je veux savoir la vérité. Puis le père Bilodeau a dit, c'est pas le temps de mentir. Qu'est-ce que t'as fait de l'image de la Sainte-Anne? Oui, oui, il y a une semaine, je l'ai trouvée. Il dit, je vous demande pardon. Il dit, j'étais tellement révolté surtout, là, j'ai déchiré la Sainte-Anne en petits morceaux. J'ai creusé un trou dans le pergisol. Je l'ai enfoui jusqu'à l'épaule. Puis j'ai tout fermé. Et c'est là que Bernard s'est souvenu de l'article qu'il avait vu. Que si tu plongeais dans le pergisol, tu pouvais attraper des virus. Vous savez, la variole, c'est vieux, là. La variole, là, ça date des temps des Égyptiens, là. Alors, la polio s'est retrouvée dans le pergisol. C'était Bernard qui avait infecté son frère. Alors là, il était malheureux. Il a demandé pardon à tout le monde. Mais finalement, lui, là, ça allait que la Sainte-Anne, ça a marché parce qu'il a guéri, hein. Camille est encore dans le coma. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et un samedi matin à 8 heures, il s'est réveillé. Il a ouvert les yeux. Puis la seule chose qui bougeait, c'était la prunelle. C'était les yeux qui allaient de gauche à droite. Ça a été de même pendant des mois et des mois. Et ça a pris des années avant qu'il reprenne des forces. Puis il retrouve la capacité de marcher, mais il restait avec des séquelles. Et la question des Bilodeau, c'était toujours comment se fait-il que la Sainte-Anne n'a pas agi dans son cas? Comment se fait-il que la Sainte-Anne n'a pas protégé? Et c'est en parlant au curé qu'à un moment donné, ils ont compris quelque chose. Puis ils l'ont compris d'autant plus les années plus tard. Le curé leur a dit, des fois, dans une famille, consciemment ou inconsciemment, il y a quelqu'un qui se sacrifie. Comme Jésus l'a fait pour les autres. Puis d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Camille. C'est qu'il est resté handicapé. Mais il a accepté son sort. Et il a offert sa vie en sacrifice. Pour tous les autres. Il est devenu l'ami, le confident, le conseiller, le guide spirituel de la famille. Un être extraordinaire. Ouais. Et puis, il y avait un bon lien avec le quêteux aussi. Parce que, un lundi soir, à 20h, Tidjo le quêteux est revenu. Ah oui, mais ça, c'est une couple d'années après, là. C'est sûr qu'il revenait. Et là, on l'a reçu comme d'habitude. Hein, souper, la nuitée, petit déjeuner le lendemain. Et là, le quêteux, il a joué de l'harmonica. Petit Joe le quêteux. Puis il avait mis des fers sur ses souliers pour s'accompagner, juste pour faire plaisir à Camille. Ah, qu'il avait apprécié. Et c'est ainsi que le quêteux, il est resté petit Joe le quêteux du ménage pour le reste de sa vie. Puis Camille, il est resté un être extraordinaire qui a guidé la famille. Et bien au-delà de la famille. Et c'était ça, finalement, l'histoire de Tidjo le quêteux qui avait été pointé du doigt. Malheureusement, c'était pas lui. Il était innocent.